Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude l'analyse fondamentale de la semaine. On va parcourir un peu le calendrier économique et voir les différents éléments qui peuvent impacter notre trading Forex. Et donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, on va revenir rapidement sur ce qu'on a eu la semaine passée. On va commencer par le dollar américain avec les chiffres d'emploi qu'on a eu en fin de semaine. Alors déjà, il faut situer le contexte avant ces chiffres d'emploi-là. Le contexte fondamental au niveau du dollar, c'était que présentement, il y a une incertitude qui règne autour de la décision de taux qu'on aura ce mois-ci. Voilà, le marché et la Fed ne sont pas sûrs de la décision appropriée. Parce que présentement, on est dans un cycle de baisse de taux. On observe que récemment, ces deux, trois derniers mois, les chiffres aux États-Unis sont plutôt solides, vous voyez. Et donc, on n'a pas envie de baisser les taux dans ces conditions. Et donc, le marché a commencé à se poser des questions. C'est pareil pour la Fed aussi. On a vu plusieurs membres de la Fed qui sont sortis pour en gros commencer à dire de faire attention. Si on a des chiffres qui continuent à être aussi de plus en plus solides, ben, il y a la possibilité qu'on zappe cette réunion-là. Vous voyez, on va en parler tout à l'heure. Il y a même Bostic qui est sorti. Ça, c'est incroyable quand même. Bostic, c'est un membre de la Fed. Il est sorti il y a, je crois, 3 mois. Dire que lui, il est prêt pour zapper une des deux baisses de taux qu'on aura eu en novembre, je crois, et en décembre. Vous voyez, lui, c'est 3 mois avant qu'il est sorti pour dire ça. C'est incroyable quand même. Et donc, vous voyez qu'ici, l'incertitude se ressent au niveau du marché avec les taux implicites. Ici, on voit que le marché ne price pas totalement les 25 points de base lors de la réunion du taux. Et c'était même moins que ça avant les chiffres d'emploi. C'est les chiffres d'emploi qui ont ramené ça à moins 21,16. Et donc, présentement, le marché lui presse 84,6% de probabilité que la Banque centrale baisse les taux ce mois-ci. Et donc, on voit que c'est pas aussi clair. Voilà, il y a quand même, c'est pas 100%. Quand c'est clair, c'est 100%. Par exemple, ici, au niveau de la Banque centrale d'Europe, on sait que voilà, le marché, on sait qu'il y aura baisse de taux. Et donc, ici, c'est moins 28. On a même dépassé les moins 25. Et donc, ici, c'est 100%. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Et donc ça, c'est ce qu'on avait avant d'avoir ces chiffres d'emploi là le vendredi. Du coup, on a eu des membres de la FED qui sont sortis, assez nombreux, hein, qui sont sortis pour dire que la décision du taux qu'on aura ce mois-ci sera dictée par les données. Voilà, ce sont les chiffres qui vont dicter si on aura plus de taux ou pas. Parce que c'est à cause des chiffres qu'on commence à se poser des questions si effectivement on doit baisser les taux ou pas. Donc si on continue à avoir des chiffres qui sont plutôt solides aux États-Unis, notamment ces chiffres d'emploi le vendredi, chiffres d'inflation qu'on aura cette semaine et tout, bah si c'est toujours solide, bah, on va pas baisser les taux, tout simplement. Il y aura un maintien de taux en décembre. Donc présentement les chiffres aux États-Unis sont hyper importants. C'est eux qui vont décider de ce qu'on aura en décembre, tout simplement. Et donc comment est-ce que ces chiffres d'emploi sont sortis aux États-Unis? Bah, le NFP, lui, il est sorti mieux que prévu. On a même eu une révision à la hausse des anciens chiffres. Avant, ici, c'était à 12 000 emplois, mais on a eu une révision haussière. Du coup, là, on est à 36 000 emplois. Et le marché s'attendait à ce qu'on monte ce mois-ci à 200 000 emplois parce que le mois précédent, les chiffres qu'on a eus, c'était lié aux aléas climatiques et aux grèves aux États-Unis. Et donc, on combine tout ça, c'est normal qu'on ait un chiffre de création d'emplois assez bas. Vous voyez? Et donc, ce mois-ci, bah, on s'attendait à ce que ça rebondisse parce que tout ça s'est passé. Et on s'attendait à ce que ça rebondisse à 200 000 emplois. Bon, on est sorti même à 227 000 emplois. Ah, et donc ça, c'est positif pour le dollar. Le taux de chômage, lui, on s'attendait à 4,2. Donc lui, il a augmenté à 4,2. Les salaires aussi ont légèrement augmenté. Donc vous voyez que ce sont des chiffres d'emploi qui sont plutôt mitigés ici. C'est plutôt mitigé. Tu as l'emploi qui augmente pendant que le taux de chômage augmente, les salaires qui augmentent aussi légèrement. Donc c'est plutôt mitigé. On a même eu suite à ça les sorties de Goolsby après les chiffres d'emploi. Voilà, on avait Bowman qui s'est exprimé après. On a eu Amac et Goolsby. C'était très intéressant. On a eu Dali aussi qui se sont exprimés suite à ces chiffres d'emploi-là. Et donc, on en a parlé dans la communauté privée, voilà. Ça, c'est la communauté privée des membres de la formation. D'ailleurs, le lien de la formation, si vous souhaitez vous former en analyse fondamentale, intégrer une communauté privée dans laquelle on parle toujours d'analyse fondamentale, bah, je vous conseille de prendre la formation. Le lien, c'est le premier lien en description. Bah, d'abord, on a Gooseby qui est sorti. Lui, il a dit que, en gros, c'était hawkish. Voilà. C'était hawkish. Vous allez voir déjà. Je vais vous montrer déjà la réaction du dollar qu'on a eu. C'était plutôt mitigé. Ces chiffres sont plutôt mitigés, difficiles à interpréter. Donc, le dollar ici, bah, aussi, le marché ne sait pas comment se positionner. Vous voyez? Et donc, ici, on a eu une réaction baissière d'abord dans un premier temps et après, on est reparti à la hausse. Vous voyez? Et donc, c'est pour dire à quel point ces chiffres-là étaient mitigés. À tel point que, même un membre de la Fed, Goolsby ici, il a reconnu que la présentement, les chiffres, du marché de l'emploi sont difficiles à interpréter. Voilà. Même un membre de la Fed a reconnu ça. Je vous renvoie à ses propos du vendredi. Vous allez voir ça complètement. Mais ici, j'ai juste mis des propos un peu plus percutantes. Donc, lui-même, il a reconnu que présentement, les chiffres d'emploi aux États-Unis sont très difficiles d'interprétation.
Et donc, en gros, toutes les sorties des membres de la Fed après les chiffres d'emploi, c'était plutôt hawkish. Si on doit mettre ça dans une balance, c'était plutôt hawkish. C'était prudent, c'était prudent. C'est-à-dire qu'on va continuer à observer les chiffres qui vont sortir parce qu'on aura inflation, on aura aussi les chiffres de consommation et tout, vente au détail, etc., indice de prix à la production. Et donc, puisqu'on n'a pas vraiment avancé sur les chiffres d'emploi, c'était plutôt mixte. On tombe légèrement vers dovish, le marché price, moins 21 points de base de baisse. Et donc, ils sont sortis plutôt prudents, voilà, mais il y avait quand même les propos hawkish. Et donc, ici, Goolsby, il a dit: «Je ne m'engagerai pas à l'avance sur la décision de la réunion de décembre». Voilà. Il est prudent, il ne va pas s'engager. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il reste encore plusieurs points de données à venir, notamment l'inflation et les dépenses des consommations. Voilà. Donc, ça met une pression énorme sur les prochains chiffres qui vont venir, notamment l'inflation et les dépenses de consommation. Si tu es un membre de la Fed qui dit que lui, il ne va pas s'engager présentement pour dire si on va baisser ou maintenir les taux, pourquoi? Parce qu'on va encore observer les chiffres qui vont sortir entre-temps, de maintenant jusqu'à la date de décision de taux d'intérêt, c'est le 18 décembre. Bah, tout est clair, au fait. Voilà, c'est pour dire que présentement, faut être encore prudent jusqu'au dernier moment. Et donc ici, il a dit: «La Fed tiendra une série de réunions qui seront des décisions serrées entre une réduction ou non réduction». Voilà, là, ça montre que vraiment, c'est indécis, quoi. Voilà, ça, c'est des propos plutôt prudents. Donc ici, il a dit: «Compte tenu du comportement du reste de l'économie, la seule exception concerne les taux d'intérêt qui devraient probablement baisser au cours de l'année prochaine». Voilà. Et donc, après, je vais vous montrer les propos de Hamac. Et Hamac aussi qui est sorti. Il a dit: «L'opinion du marché selon laquelle il n'y aura qu'une seule baisse d'ici fin janvier est raisonnable». C'est-à-dire que Hamac est sorti, il a dit que présentement, on doit baisser parce que les réunions de la Fed, c'est quoi? Je vais vous montrer le tableau ici. On a une réunion ici en décembre et une réunion en janvier. Et vous voyez qu'ici, le marché, lui, il price même pas totalement une baisse de taux lors de ces deux réunions-là. Et donc, vous voyez que c'est pas pleinement pricé, au fait. On a moins 21 ici, moins 8. Et donc, le marché, lui, il tend plus vers on va baisser les taux en décembre, mais en janvier, non. Ça, c'est l'opinion du marché. Alors qu'on est dans un cycle de baisse des taux, la Fed doit baisser les taux. On s'attend à ce que la Fed baisse des taux à chaque réunion, vous voyez. Donc lui, à moins qu'il est sorti, il a validé ce que le marché a dit ici. L'opinion du marché selon laquelle il n'y aura qu'une seule baisse de taux d'ici fin janvier est raisonnable. Voilà, ça veut dire que soit on va zapper maintenant et baisser en janvier, ou soit on va baisser maintenant et zapper en janvier. Ça veut dire que lors des deux prochaines réunions, on peut zapper une, vous voyez. Et donc lui, il dit que c'est une option qui est sur la table. Donc ça, c'est un propos qui est hawkish, vous voyez. Donc, au fur et à mesure qu'il sortait, vous allez voir que la réaction du dollar, le dollar ici, je vais vous montrer. Voilà. À chaque fois qu'il sortait avec des propos au quiche, bah, le dollar lui repartait à la hausse comme ça. Voilà. Il repartait à la hausse comme ça. Ensuite, il a dit: «J'ai l'esprit ouvert concernant la réunion du FOMC de décembre, de nouvelles données arrivent». Voilà. Lui aussi, il remet ça plus tard, il est prudent. Mais il a plutôt fait une sortie au quiche. Et donc, en gros, c'était des données plutôt mitigées. La prochaine grosse échéance, ce sont les chiffres d'inflation ici qu'on aura le 11, après-demain. Parce que vous avez vu même des membres de la Fed qui ont dit qu'on va encore regarder les chiffres d'inflation quand on l'aura, les chiffres de consommation et tout. Et donc, il y a une énorme pression qui sera mise sur ces chiffres. Et donc, présentement, le dollar, fondamentalement, pour moi, rien n'a changé. Il y a Trump qui va venir, on connaît sa politique et tout. Donc, fondamentalement, pour moi, je suis toujours aussi sur le dollar, rien n'a changé. Mais vu le positionnement actuel du dollar, je vais faire comme la semaine passée. Je peux le prendre dans les deux sens. Le dollar a assez monté, on a corrigé quand même ici. Il y a de la marge pour monter, il y a de la marge pour descendre, vous voyez. Et donc, moi, je privilégie toujours le dollar dans les deux sens. Présentement, je ne vais pas me positionner, je vais attendre les chiffres d'inflation qu'on aura pour potentiellement prendre une position. Imaginons que ces chiffres d'inflation sortent ici assez négatifs parce que globalement, on attend que ça monte un peu. Plus précisément, l'inflation globale en variation annuelle ici, on s'attend à ce que ça monte à 2,7. Imaginons qu'on a des chiffres bas ici. Bah, le marché va complètement pricer si les 25 points de base du dollar va baisser. Mais puisqu'il y a encore de la marge pour arriver aux 25 points de base, bah, ça serait intéressant en termes de, bah, ça peut être intéressant en termes de volatilité. Et d'autant plus que présentement le dollar flirte avec les zones surachetées. Je vais vous montrer ça dans les données du CFTC. Voilà, dollar. On va voir ça. Voilà, ici, vous voyez le dollar, il se flotte ici avec les zones surachetées. Et donc, quand il y a des catalyseurs pour aller dans le sens inverse, ça peut aller très vite, vous voyez. Même si ici, la marge est petite pour arriver aux 25 points de base, mais puisque la devise flotte avec la zone surachat, bah, le mouvement à la baisse peut être violent, vous voyez. Et donc, je peux me positionner dans ce sens-là. Sinon, imaginons que ces chiffres d'inflation sont solides, bah, le marché ici, il va price out des baisses de taux. Le dollar va partir à la hausse. Mais je doute qu'on puisse arriver à 50-50 ici. Parce que quand tu price out, ça veut dire que tu vas diminuer les probabilités que la Fed va baisser les taux ici.
Et donc, je doute qu'on arrive quand même à 50-50 de probabilité. 50% de probabilité qu'on baisse les taux, 50% de probabilité qu'on maintienne les taux. Je doute de ça. Je doute qu'on puisse arriver à 50-50 de probabilité ici. Donc, des chiffres d'une façon solide, on aura du pricing out. Je prendrai le dollar à la hausse. Les probabilités ici de baisse vont diminuer, mais j'aurai de gros doutes sur le fait que la Fed va me tenir les taux. Il faut savoir aussi que la Fed, c'est une banque centrale qui n'aime pas surprendre le marché. La manière dont le marché est positionné, la Fed aura tendance à suivre ça. Si le marché s'y est positionné pour des baisses de taux, la Fed va baisser les taux. Voilà. Parce que si elle surprend le marché, ça peut être désastreux pour les marchés financiers. Vous voyez, tout simplement. Et donc, imaginons que ce chiffre d'inflation soit plutôt solide. On a du pricing out. Les probabilités ici de baisse vont diminuer. Imaginons, dans le pire des cas, qu'on est à 50-50. Sachant que la Fed, présentement, voilà, ça, je ne l'ai pas mentionné. Il faut savoir que présentement, on est rentré dans la période du blackout de la Fed. La période du blackout de la Fed, c'est une période durant laquelle la Fed ne s'exprime pas. Voilà. La réunion de taux d'intérêt ici, c'est sur 2 jours, du 17 au 18. Ils se réunissent le 17. Ils discutent et tout. Le 18, on a l'annonce du taux. 2 semaines avant, plus précisément un samedi, voilà, samedi 2 semaines avant, on rentre dans ce qu'on appelle le blackout period de la Fed. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer jusqu'au jeudi qui suit, bah, la décision du taux d'intérêt. Vous voyez, donc durant toute cette période-là, là, on est quoi? On est le 9 ici, mardi. Durant toute cette période, on n'aura pas la Fed qui va s'exprimer, alors que c'est une banque centrale qui n'aime pas surprendre le marché. Donc, imaginons le pire des cas, que les façons sont solides. Dans le pire des cas, on aura 50-50 ici. Donc, c'est indécis. Le marché n'a aucune idée de ce que la Fed va faire. Elle, elle va trouver un moyen pour s'exprimer, pour donner une direction au marché, pour que le marché se positionne et qu'elle parte dans ce sens-là quand elle va sortir les taux. Et comment est-ce que ça se passe? Et comment est-ce que la Fed fait ça? C'est avec ce qu'on appelle les Fed Whisperers, les insiders de la Fed. Le plus connu, c'est Nick Timmy-Rose. Et donc, vous devez suivre. Les membres de la formation sont au courant de ça. Et donc, vous devez suivre Nick Timmy Rose sur Twitter. Si la Fed doit faire liquer l'information, c'est parce qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Donc, si elle doit faire sortir une information pour informer le marché de ce qu'elle va faire, parce que le marché n'a aucune idée de ce que la Fed va faire, bah, c'est avec Nick Timmy Rose que cela va se faire. Lui, c'est un journaliste. On va pas entrer dans les détails, mais les membres de la formation sont au courant de ça. Et donc, vous devez suivre son compte Twitter, tout simplement. Si la Fed doit faire liquer une information, ça va forcément passer par lui. Et donc, conclusion, présentement, je suis prêt pour prendre le dollar dans les deux sens. Présentement, j'ai pas de position sur le dollar. J'attends les chiffres d'inflation pour me positionner. Comme vous savez, mon style, c'est mon jeu de la volatilité. Voilà. Et donc, j'attends ces chiffres d'inflation tout simplement. Et donc, aujourd'hui, le 9, on n'a pas eu grand-chose dans les calendriers économiques. On a plutôt eu une nouvelle très intéressante en venant de la Chine. Ça, je vais partager aussi la communauté privée. Voilà, ça, c'est matin. La Chine a fait des annonces assez intéressantes. Faut dire que c'est pas ouf, c'est pas de nouvelles annonces pour dire que qui va révolutionner le marché, hein. Mais quand même, ce sont des annonces, ce sont des mesures qui ont vraiment dicté la science d'aujourd'hui, tout simplement toute la journée d'ailleurs. Donc la Chine a annoncé que la politique budgétaire va être plus proactive l'année prochaine. Proactive, ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y aura plus, il y aura plus de relance budgétaire pour aider les entreprises et tout. Donc, il y aura de la consommation, il y aura de l'activité. Et donc, tout ça, c'est bon. Et aussi, au niveau de la politique monétaire, elle a légèrement changé son ton. Elle a dit que la politique sera légèrement plus souple maintenant. Avant, elle avait une politique monétaire qui était plutôt prudente. Elle a dit que maintenant, ça sera légèrement plus souple. Et donc, vous voyez que c'est ce qui est marqué ici. La Chine modifie sa politique monétaire pour la première fois depuis 2011. Ça, c'est depuis 2011. Et donc, vous voyez que c'est on griffe assez marquant quand même. Donc, toute cette journée, ça, c'est le matin que j'ai fait ce petit rapport-là. Toute cette journée, dès qu'on essaie cette tendance bas, ici, vous voyez que c'était une session risk on. Voilà, c'était une session risk on. Quand ça se passe bien en Chine, par corrélation, ça se passe aussi bien pour le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Donc, les deux devises ici en haut, la première devise ici, c'est le dollar australien. La deuxième devise, c'est le dollar néo-zélandais. Et donc, ces deux devises a plafonné toutes les autres devises en début de session, depuis le matin. Vous voyez 9h05 ici. Et en bas, on a tout ce qui est yen japonais, franc suisse et dollar. Voilà, ça a sous-performé ici. Donc, c'était une session typique risk on. Et donc, il y a une stratégie que je partage, stratégie day trading que je partage dans la formation. Et donc, j'ai prévenu les membres matin ce matin. Moi, j'ai bien profité de ça aujourd'hui, hein. Je vais vous montrer les positions que j'ai prises aujourd'hui concernant, suite à ces annonces-là. Déjà, j'ai pris une position sur le Hang Seng. Ça, c'était un peu plus tard dans la soirée. La session américaine, voilà. J'ai pris une position sur le Hang Seng ici. C'est juste China News, tout simplement. Et donc, c'est cette nouvelle-là qui a pumpé comme ça le Hang Seng. On a consolidé un peu et voilà, après, on est reparti comme ça à la hausse, hein. Sinon, la stratégie, elle, elle concerne les devises. Et donc, la stratégie D, bah, c'est ce que j'ai appliqué tout simplement aujourd'hui. Et voilà, je suis rentré sur l'euro AUD.
et aussi sur l'œil des yens, tout simplement, sur cette petite position-là en day trading. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Risk on due to China. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que moi, je peux profiter de cette annonce-là. Et donc, comme je disais aujourd'hui, il n'y avait rien de bon. Alors, le 10, on aura la décision du taux d'intérêt en Australie à 3h30 GMT, suivi de la conférence de presse à 4h30 GMT. Alors, ça sera très intéressant. Pourquoi? Lors des dernières décisions de taux d'intérêt en Australie, ces deux dernières réunions de taux d'intérêt, la Banque centrale, elle maintenait les taux et elle adoptait un ton hawkish. Voilà, ça, c'était, rien ne se passait au fait. Les taux étaient maintenus et le ton était plutôt hawkish. Pourquoi? Parce qu'en Australie, les chiffres sont toujours solides. Et donc, la Banque centrale a les mains liées au fait pour commencer à baisser les taux. Elle ne peut pas baisser les taux dans ces conditions-là, vous voyez? Et donc, ça se ressent même au niveau du marché, hein. Le marché ne price pas du tout de baisse du taux venant de la Banque centrale d'Australie cette année. Voilà. Donc, vous voyez, lors de la dernière réunion, la réunion qu'on aura très tôt demain matin, bah, voilà, on a 90% de chances que la Banque centrale maintienne les taux ici. Et donc, c'est logique, c'est ce que la Banque centrale va faire d'ailleurs. Elle va maintenir les taux. Mais pourquoi est-ce que cette réunion est intéressante? Déjà, je vais vous montrer ici. Ça, c'est la dernière réunion du taux d'intérêt. Quand la Banque centrale sort, c'est ce que je disais, les taux sont maintenus. Voilà. Dans cette phrase, vous pouvez lire les taux sont maintenus et le compte rendu est au quiche. Voilà. Le compte rendu est au quiche, le discours de la présidente est au quiche. Ici, c'est dit que l'inflation sous-jacente reste trop élevée, les perspectives restent très incertaines. Voilà. Donc, on ne peut pas baisser les taux dans ces conditions-là. Mais ce qu'on a observé récemment au niveau de l'inflation en Australie, c'est que l'inflation globale, le dernier chiffre d'inflation est sorti ici à 2,8. Voilà. On est dans l'objectif de la Banque centrale. L'objectif, c'est 11 à 3%. Vous voyez? Mais il faut mettre un petit bémol avec ça. La Banque centrale même l'a souligné lors de sa dernière réunion de taux d'intérêt. Voilà, c'est ce qu'elle a dit ici. L'inflation globale s'est établie à 2,8 sur l'année jusqu'au trimestre de septembre, contre 3,8 sur l'année jusqu'au trimestre de juin. C'est-à-dire jusqu'à juin, en juin, on était encore 3,8. Et donc, vous voyez que de juin jusqu'au trimestre de septembre, bah, on est passé à 2,8. Donc ça, c'est un bon progrès. On est même rentré dans la bande, dans l'objectif de la Banque centrale. Mais il y a un petit bémol à mettre à ça, c'est que ce chiffre est conforme aux prévisions en raison de la baisse des prix des carburants et de l'électricité au cours du trimestre de septembre. Parce qu'en Australie, il y a eu des subventions au niveau de l'énergie et donc les ménages ne payaient plus trop l'énergie et donc ça contribue à faire baisser l'inflation tout simplement. Alors que si on regarde les mesures corps, bah, les mesures corps ne tiennent pas compte de cette subvention d'énergie-là. On voit que les mesures corps sont à 3,5. Voilà, la mesure corps à 3,5 ici, c'est quand même assez élevé. Je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici l'inflation dont on parle. Voilà, prices, inflation rate year over year. Voilà, on est à 2,8. Vous voyez qu'on vient de haut quand même. Vous voyez, c'est la première fois qu'on a cassé les 3%. Là, on est tombé à 2,8 et donc ça, c'est bon. Après, l'inflation corps qui est à 3,5. Voilà, c'est toujours assez élevé. Voilà, 3,5. Voilà. Et donc, c'est ce que la Banque centrale. Donc, c'est ce que la Banque centrale a signifié ici. Ensuite, on a vu que la semaine passée, bah, au niveau des chiffres de croissance en Australie, par exemple, ici, c'était le 4 décembre. D'ailleurs, j'ai eu un très beau trade avec ça. Je l'avais partagé dans la communauté privée. Ce trade-là, c'était sur l'AUD NZD. Voilà, c'était ce trade-là qui s'était très bien passé. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, ces chiffres de croissance en Australie, la semaine passée, avant, on était à 1% en variation annuelle. On s'attendait à ce que ça monte à 1,1, mais on est tombé à 0,8%. On a même brisé le niveau de 1%. Vous voyez, ça, c'est un peu grave quand même. Au niveau de la croissance en variation trimestrielle, ici, avant, on était à 0,2%, on s'attendait à 0,4%, mais on est tombé à 0,3%. Donc, on voit que c'était plutôt de mauvais chiffres de croissance. D'ailleurs, le dollar australien a très bien réagi à ça. Je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est l'indice du dollar australien. J'ai marqué ici. Ça, c'était le 4. Voilà, le 4 ici, vous voyez le 4. J'ai marqué ici Miss in the Data GDP. Voilà, c'est-à-dire que ça dit que les chiffres de croissance étaient vraiment bas. Et donc, vous voyez, après le 4, le reste de la semaine, bam, on est parti à la baisse. Le rebond qu'on a connu ici, c'est suite à l'annonce qu'on a eu en Chine. Et donc, vous voyez que les chiffres ici de croissance ont vraiment fait chuter le dollar australien ici. Même si on regarde, je crois, sur la semaine, c'était la devise la plus faible. Regardez ici, voilà, au niveau du 4, vous voyez, j'ai mis depuis le 4 ici, vous voyez, c'est la ligne en violet ici. Elle a sous-performé le reste de la semaine. Et donc, on voit quand même qu'il y a des chiffres en Australie qui commencent à tomber qui sont plutôt mauvais. C'est ce qu'on attend pour commencer à baisser les taux. Croissance faible, inflation qui va à son objectif. Cela laisse penser, je vais vous montrer ici la vue de Goldman Sachs. Ça aussi, je l'ai partagé hier dans la communauté, hier ou aujourd'hui, je sais plus. Goldman Sachs sur cette décision de taux qu'on aura là au niveau de l'Australie très tôt demain matin. Bah, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent que étant donné que les chiffres de croissance du troisième trimestre sont sortis plutôt négatifs, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et que l'inflation globale est dans l'objectif de la RBA, dans le target,
Bah, on pense que la banque, va probablement adopter un ton dovish à la prochaine réunion. Si elle fait ça, ça sera très bien comme opportunité. Pourquoi? Parce que comme je disais, les dernières réunions qu'elle sortait mettaient le ton hawkish. Voilà. Et donc si on voit qu'elle commence à changer son ton au niveau du compte rendu du discours, bah, ça peut nous donner de très belles opportunités. Ici, Goldman Sachs même pense que la prochaine réunion, il y aura baisse de taux. Alors, la prochaine réunion, c'est en février. Il pense qu'il y aura baisse de taux. Je vais vous montrer ici le calendrier. Vous voyez ici, Airbnb, le marché ici, price, présentement, on est positionné pour 50-50, voire quasi 50-50 de maintien du taux et de baisse du taux. Et donc, Goldman Sachs ici, il pense que lors de la prochaine réunion de février, bah, la Banque centrale va baisser les taux. Vous voyez. Et donc, on ne va pas venir comme ça baisser les taux en février. On doit commencer à annoncer ça. Et donc, quand est-ce qu'on va annoncer ça? Bah, c'est à cette réunion-là. Donc, il y a des fortes chances que la Banque centrale soit, elle baisse les taux, effectivement, et qu'elle commence à adopter un ton dovish, vous voyez. Donc, vous voyez que le compte rendu ici, le discours sera plus intéressant, plus important que même la décision du taux qui va sortir. Et donc, c'est ce qui rend cette décision du taux-là très intéressante, d'autant plus que présentement, l'Australie est toujours en position surachetée ici, hein, malgré la baisse qu'on a connue la semaine passée. Voilà. La baisse qu'on a connue la semaine passée, c'est ça. Mais normalement, ça doit être un peu plus bas ici parce que ces données-là, c'est jusqu'au mardi. Mais après le mardi, on a eu quand même une continuité de la baisse. Et donc, normalement, ça doit être plus bas ici. Mais on voit qu'on flotte toujours avec des zones surachetées ici. Donc, si on a des catalyses de la Banque centrale sur maintient les taux et que le ton est dovish, bah, ça peut être très intéressant de prendre ça à la baisse, quoi, le dollar australien, vous voyez. Parce qu'on commence à avoir quand même des chiffres qui sont plutôt pas bons en Australie, notamment les derniers chiffres PIB et l'inflation qui est à son target. Donc évidemment, ça sera étudié un peu plus en détail pour partager ça avec mon plan et comment est-ce que je compte me positionner. Et cela sera partagé dans la communauté privée des membres de la formation. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'on aura le 10? On passe au 11, on aura les chiffres de l'inflation ici. Moi, je peux me positionner dans les deux sens, vu présentement comment est-ce que le marché est positionné, le narratif actuel du dollar. Ils sont plutôt assez solides ici. Bon, le marché va price out les probabilités de baisse du taux. Au pire des cas, on peut arriver à 50-50. Donc, on peut avoir de la volatilité à la hausse. Je vais me positionner à la hausse. Dans ce cas-là, faut observer les leaks que la Banque centrale pourra faire. Parce que si ça sort plutôt solide ici, comme j'ai dit plus tôt, bon, le marché ne va pas savoir, au fait, ce que la Banque centrale va faire. Vous voyez, parce que présentement, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Si vous regardez votre calendrier économique, il n'y a pas le monde de la Fed qui est programmé. Vous voyez, et donc, on va surveiller plutôt les insiders de la Fed dans ce cas-là. Si ça sort plutôt à la baisse, bah, puisque présentement le dollar il flirte avec des zones surachetées, bah, je suis aussi enclin de prendre ça à la baisse. Et donc, ça sera étudié plus en détail et partagé dans la communauté privée des membres de la formation. Ensuite, on aura la décision du taux d'intérêt au Canada. Alors ça peut être très intéressant. Pourquoi? Le marché s'attend, je vais déjà vous montrer comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Banque centrale du Canada. Alors le marché est positionné pour moins 45, c'est-à-dire que là, on tend vers les 50 points de base du baisse. Donc le marché est ultra dovish encore au niveau du Canada. Pourquoi? Si on regarde au niveau de la croissance est ultra faible. Au Canada, c'est normal. C'est même la raison majeure pour laquelle la Banque centrale, dans les anciennes réunions, a baissé les taux d'intérêt dans son compte rendu et tout, c'était la raison principale. Parce que l'inflation au Canada, c'est plus un problème. Les chiffres d'inflation sont à leur objectif. Et donc, puisque les chiffres d'inflation sont à leur objectif, ça nous donne de la marge de manœuvre pour baisser les taux massivement, pour soutenir la croissance. Ça, c'est le principal argument de ceux qui pensent que la Banque centrale va baisser à 50 points de base. Mais il faut dire aussi qu'on a eu quand même les derniers chiffres d'inflation qui ont repris une petite hausse. Ça, c'est les arguments pour ceux qui pensent qu'on va baisser à 25. Et on a aussi eu les récents chiffres d'emploi au Canada, voilà, qui sont sortis plutôt négatifs. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà, c'était au même moment que les chiffres d'emploi aux États-Unis. On a eu le taux de chômage qui a augmenté à 6,8%. C'est ultra haut. Et au Canada, c'est leur problème majeur qui est là. Voilà, le taux de chômage, c'est ultra haut. Mais on a eu quand même beaucoup d'emplois créés. C'est même quasiment le double de ce à quoi le marché s'attendait. Et en plus, majoritairement, ce sont des jobs full-time. Voilà, c'est encore plus percutant. Globalement, c'était mauvais. On va pas se le cacher. D'ailleurs, la Canadien a vraiment baissé suite à ça. Mais ceux qui pensent qu'on a baissé à 25 points de base, ils donnent aussi comme argument ces solides chiffres-là qu'on a eu. Ces solides chiffres de création d'emplois qu'on a eu. Avec à ça, couplé l'inflation, les récents chiffres d'inflation au Canada qui sont plutôt repartis à la hausse, vous voyez. Et donc, mon avis, c'est que présentement, le dollar canadien, lui, il est survendu. La meilleure opportunité, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, je parle toujours en termes de mon style de trading. Moi, je cherche juste de la volatilité. Voilà. Quand on a des directions claires en fonction des fondamentaux purs et tout, dans ce sens-là, je peux prendre des positions en swing trading, en day trading, peu importe. Mais moi, de base, je cherche de la volatilité. Et donc, je vais toujours parler en fonction de ça. Donc, la meilleure opportunité ici, c'est évident. Si on baisse à 25 points de base,
D'autant plus que le dollar australien, il est survendu présentement. Et donc, si on baisse à 25 points de base, il y aura du pricing out pour tendre vers 25. Et donc, le dollar australien peut partir en feu à la hausse. Voilà. D'autant plus qu'il est survendu présentement. Et donc, si on baisse à 50 points de base ici, on va pricer les 5 points de base environ de surplus. Il peut repartir à la baisse, mais ça ne sera pas intéressant pour moi de prendre ça encore à la baisse. La devise est déjà survendue, donc personnellement, je ne me positionnerai pas dans ce sens-là. Alors après le 12, on aura les chiffres d'emploi en Australie. Alors ça aurait été mieux si on avait ces chiffres-là avant les taux d'intérêt en Australie. Parce que imaginons qu'on avait ces chiffres-là avant les taux d'intérêt en Australie, que ça sortait plutôt négatif. Ça donne encore la possibilité à la Banque centrale de sortir encore plus de dovish parce que ça allait faire chiffre d'emploi mauvais, chiffre de croissance mauvais, inflation à son target. Et donc, vous voyez que ça donne encore plus de raisons à la Banque centrale de sortir plutôt de dovish. Mais on a ça le lendemain, le 12. Et donc ici, comment est-ce que je compte me positionner avec ces chiffres d'emploi en Australie? Ce sera très intéressant si la Banque centrale sort ici lors de la décision de taux d'intérêt ici, voilà. Si elle sort plutôt dovish, elle maintient les taux et sort dovish, et que ces chiffres d'emploi sortent plutôt à la baisse. Ça sera très intéressant pour prendre ça à la baisse. Ça va ajouter encore le narratif de, voilà, les chiffres présentement en Australie commencent à se dégrader, la Banque centrale est sortie plutôt dovish, et donc on va commencer à pricer de plus en plus baisse de taux pour février. Et donc le dollar australien peut vraiment partir à la baisse, d'autant plus que présentement il est suracheté. Donc je pense trader ça spécifiquement avec la paire AUD-NZD. Et donc ça, c'était les chiffres d'emploi. Si ça sort plus tôt, imaginons que ça sort plutôt à la hausse aussi. Si ça sort plutôt à la hausse, ça sera intéressant seulement dans le cas où la banque centrale ici, elle sort lors de la réunion du taux, elle maintient les taux et elle ne prend pas du tout un ton dovish. Elle est toujours prudente, voilà, c'est toujours au quiche, voilà. Et donc, si elle fait ça, et que ces chiffres d'emploi sortent plutôt solides, ça confirme leur prudence. Et donc, l'Australie peut repartir gravement à la hausse. Voilà. Et donc, dans les deux cas, ça peut être très intéressant, mais en fonction de la décision de taux qu'on aura. Voilà, c'est ça qui va guider le reste, tout simplement. Après, on aura la décision de taux en Suisse. Alors, concernant la décision de taux d'intérêt en Suisse, déjà, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Suisse. Le marché est positionné pour moins en 7. C'est-à-dire qu'on presse totalement les 25 points de base de baisse. Et donc, le marché s'attend à ce que la Banque centrale baisse les taux. Mais là, on tend vers les 50. Le target de la Banque centrale, c'est entre 0,2%. Et donc, pourquoi est-ce qu'on tend vers les 50? Parce que présentement, la Suisse court un risque de déflation. Présentement, l'inflation à 0,7%. Si on continue à baisser, la Suisse court un risque de déflation. En plus, un autre argument, c'est que la devise est trop forte. Voilà, la devise est trop forte. Ça, c'est l'indice du franc suisse. Je vous rappelle que la Banque centrale est sortie à ce niveau-là pour dire que le franc suisse était fort. Mais regardez le niveau auquel on est actuellement. On est ultra haut ici. Et donc ça, c'est la raison majeure qui pèse sur l'inflation, qui fait qu'il part aussi violemment à la baisse comme ça, vous voyez. Et donc, l'argument de ceux qui pensent que la Banque centrale doit baisser à 50 points de base, parce que là, on s'approche des 50 points de base quand même, c'est qu'il y a des risques de déflation. La Banque centrale a plus baissé les taux. La devise est forte. En plus, il y a un argument de calendrier, parce que la Banque centrale, la prochaine réunion, c'est jusqu'au 3 de l'année prochaine, troisième mois, en mars de l'année prochaine. Et donc, ces gens-là pensent que la Banque centrale a plus baissé les taux parce que la prochaine réunion, c'est assez loin, vous voyez. Donc ça, c'est l'argument de ceux qui pensent qu'on va plus baisser à 50 points de base. Et en plus, pour ajouter à cet argument, c'est que on a le nouveau chairman de la Banque centrale de Suisse, le nouveau président. Lui, il est sorti pour dire que c'est possible d'envisager, la Banque centrale peut envisager des taux d'intérêt négatifs parce que présentement, les taux d'intérêt en Suisse sont à 1%. Et donc, si tu commences à baisser massivement les taux d'intérêt, bah, tu peux te retrouver en territoire négatif. Et donc, s'il dit qu'on peut envisager des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire qu'on peut baisser massivement, en fait. Vous voyez? Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour ceux qui pensent que la Banque centrale va baisser à 50 points de base. Et donc, moi, c'est plutôt dans ce sens-là que moi, je pars. Je privilégie ça pour me positionner parce que, vous le savez, moi, je veux que la devise, voilà, parte à la baisse, tout simplement. Si la Banque centrale sort, elle baisse les taux à 50 points de base et dans la prise de parole, dans le compte rendu, elle donne des indications qu'elle va vraiment se donner pour faire baisser la devise ici, on pourra vendre le franc suisse sur des semaines et des semaines, quoi. Parce que là, on est ultra haut. Et donc, moi, c'est comme ça que je privilégie ça en termes de volatilité. C'est ce que j'attends. La banque centrale baisse à 50. En fait, c'est le scénario que je préfère. 50 avec un ton dovish. Le franc suisse va chuter. Mais si elle baisse à 25, le franc suisse va monter. Parce que là, on presse des baisses de taux à moins 37. Et donc, il y aura du pricing out. Et donc, le franc suisse va monter. Ensuite, on aura les taux d'intérêt le 12 aussi en Europe. On va voir comment est-ce que le marché est positionné pour la Banque centrale d'Europe.
Voilà, ici, le marché ECB, le marché est positionné pour, voilà, pour moins 28 points de base de baisse. Donc, on price totalement les 25 points de base. Donc, normalement, il y aura baisse du taux, il y a pas de contre-indication. Et donc, on voit que quand même, on a dépassé les moins 25, on tend vers les 50. Il y a une petite probabilité qui est pricée pour 50 points de base. Présentement, l'euro a assez chuté, on est survendu. Au-delà de la volatilité, c'est mieux si on baisse à 25. Si on baisse à 25, il y aura du pricing out, un léger pricing out ici de 3,84 points de base. La devise va aller à la hausse. En plus, elle est survendue, donc ça peut être une très belle opportunité en termes de volatilité à la hausse. Le marché a plutôt raison de pricer totalement les 25 et de s'arrêter à ça, parce que là, on price légèrement des probabilités pour 50. Pourquoi? Parce que récemment, si vous regardez les membres de la Banque centrale qui sont sortis, ils n'ont pas personne n'a mis au fait, les 50 points de base sur la table. Personne. Si vous regardez les prises de parole et tout. Au niveau de la BCE, si ça doit se faire, vous allez remarquer ça dans les sorties des membres de la Banque centrale. C'est-à-dire que les ils ont sorti pour dire que les 50 points de base sont possibles, c'est pas possible, et cetera. Ça va se sentir au niveau des membres de la banque. Mais ces derniers temps, on n'a pas eu ça. C'était plutôt posé. Les 25 points sont acquis. Tout le monde sait qu'on va baisser à 25. Si même on regarde les récents chiffres en Europe, c'était plutôt l'inflation. Les derniers chiffres d'inflation, on est reparti légèrement à la hausse, rien d'alarmant. Mais les indices PMI sont toujours assez faibles quand même en Europe. Vous voyez? D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a un léger pricing pour 50 points de base ici, parce que c'est toujours assez faible. Mais si on doit se fier au PMI pour prendre, pour dire qu'on a baissé à 5 points de base ici, ça peut être très problématique. Pourquoi? Je vous rappelle comment est-ce que les PMI sont faits. En fait, les PMI, c'est avec des sondages. Les sondages, c'est quoi? C'est que si on va prendre par exemple l'indice des PMI dans le secteur manufacturier en Europe. On va partir voir les directeurs d'achat dans le secteur manufacturier pour leur poser des questions sur l'activité et tout. Donc, on va compiler sa réponse-là, mettre ça dans une formule et donner des chiffres PMI ensuite, qui sera entre 0 et 100. Donc, présentement, les indices PMI, on a vu que c'est ultra mauvais. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les réponses des directeurs d'achat peuvent être assez mauvaises pour qu'on ait des chiffres PMI assez mauvais comme ça? Bah, c'est potentiellement parce que Trump est arrivé au pouvoir. Et donc, si vous demandez leur perspective au niveau de l'activité, bah, ils vont vous donner des réponses assez pessimistes parce qu'on craint tout ce qui est tarifs et tout, vous voyez? Donc pour moi, on ne doit pas seulement se baser sur les chiffres PMI pour dire qu'on a baissé à 50 points de base. D'ailleurs, je pense que le marché est très bien positionné pour ça actuellement. Et donc moi, je privilégie 25 points de base, pricing out, l'euro prend un peu de valeur. Et donc tout ça sera étudié en détail dans la communauté privée pour voir comment est-ce qu'on peut se positionner suite à cette annonce de taux d'intérêt en Europe. Et donc après ça, je vous cache pas que le reste de la semaine, bah, ça ne m'intéresse pas trop, tous les chiffres qu'on aura après. Je parle en termes d'éléments, de données économiques, d'actualité que moi je vais trader. Sinon après, je vais juste regarder, tout ce qu'on aura, hein. Voilà, par exemple, on aura la croissance en Grande-Bretagne, je vais juste regarder, mais c'est pas quelque chose que je vais trader. Donc j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.